Bonjour, je me présente, Henri Gomez, @hgomez sur Twitter. Je travaille pour la société SonarSource et plus spécifiquement pour le produit qui s'appelle SonarCloud. Je vais vous parler d'un outil, une petite pépite que j'ai trouvée cette année qui s'appelle Gloroot, qui est un APM, et d'où le titre de la présentation. Gloroot, le petit APM qui vous veut du bien. D'abord, APM, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, si vous prenez la définition sur le Wikipédia, je vous conseille de prendre le Wikipédia anglais, parce que si vous prenez le Wikipédia français, vous risquez d'être un peu perdu. Globalement, un APM, c'est un Application Performance Management. Donc, globalement, ça veut dire c'est de l'outillage de mesure de performance d'une application. On ne s'intéresse pas au comportement du système, on s'intéresse au comportement de l'application. Et quand on parle d'une application, c'est très souvent avec on va dire, du point de vue utilisateur. Un terme que vous retrouverez tout le temps quand vous entendez parler d'APM, c'est TPS, globalement les transactions par seconde. On va tout de suite couper. Les années précédentes, il y avait de mémoire, il y avait au moins une ou deux sociétés qui vendaient des APM. Et il y avait une légende urbaine, mais qui n'est pas si urbaine que ça en fait. Un APM, ça coûte un bras. Eh bien oui, ça coûte un bras. Mais ça, c'était avant Gloroot. Pourquoi j'en parle? C'est que très souvent, les APM, ça pouvait servir à énormément de personnes. Vous soyez développeur, QA, dans les opérations, ça pouvait vous apporter quelque chose. Mais le coût, le prix d'entrée faisait que si votre société avait assez d'argent pour acheter un APM, très généralement, il achetait une ou deux licences pour un serveur de prod, voire un deuxième. Et puis vous regardiez les résultats, mais il ne fallait même pas espérer l'avoir en pré-prod ou ailleurs. Et donc ça, c'était avant. Donc est-ce qu'un APM, c'est juste pour les ops? Ça a été très longtemps le cas. Autrement dit, les performances, tout le monde parle des problèmes de performance, c'est très bien. D'ailleurs, on embarque très souvent les développeurs dessus, mais très souvent, on les embarque un petit peu tard. Donc effectivement, un APM, ça sert pour les gens des équipes d'opération, et très souvent, parce qu'ils ont des SLA à suivre, typiquement des temps de réponse moyens, et pour faire de l'ajustement fin sur la production. Les équipes de QA peuvent utiliser des APM justement pour réduire le facteur de what the fuck, bien connu de nos lecteurs. Et pour les équipes de dev, parce que effectivement, quand vous êtes dev, vous dites finalement, moi l'application, c'est pas un problème, j'ai un débugger, je m'en sors très bien. Seulement, il y a plein de cas où vous avez besoin de voir votre application qui tourne à full speed. Si vous la faites tourner en mode débugger avec des points d'arrêt à peu près partout, vous avez un comportement qui est biaisé, qui ne sera jamais celui que vous avez dans la vraie vie, quoi. Ma petite question préférée dans cette salle, qui est plutôt opération? Bravo. Pas la majorité. Qui c'est qui est plutôt QA? QA technique. Hein. Ah, vous êtes encore moins nombreux. Donc j'imagine tous les autres sont des devs. Ah, je vais te poser une autre question. Qui est manager? Je rigole. Donc ça tombe bien, donc je vais vous présenter un outil qui sert effectivement à 98,3% de mes calculs rapides de tête des développeurs présents dans cette salle. Et franchement, avec un autre outil, vous ne seriez juste pas venu, quoi. Ou alors vous aviez une société qui avait vraiment énormément de millions de dollars à passer dans les outils. Gloroot, c'est quoi? Gloroot, c'est un APM Java. Autrement dit, si vous êtes venu pour un APM .NET, on en parlera à la bière, mais c'est pas la bonne conf. Tous les APM que vous verrez sur le marché qui tournent autour enfin je dis Java, mais globalement c'est une APM JVM. Tous les APM que vous verrez sur le marché, même ceux des compagnies avec les fameux 5 ou 6 chiffres, après le dollar ou avant, c'est toujours des agents de JVM. Autrement dit, globalement, le but d'un APM, c'est d'instrumenter votre JVM. Et ce qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises APM, c'est que les APM, pour instrumenter, comme toujours, là c'est un réflexe d'électronicien, mais quand on mesure un signal, on perturbe le signal. Et le but d'un APM, c'est qu'il perturbe le moins possible votre application. S'il commence à faire de la distorsion, à rajouter des temps de latence où il n'y en avait pas, votre application, finalement, il met du bruit dedans. Donc c'est un agent Java. On verra après plus en détail ce que ça veut dire. Il peut travailler dans deux modes. Le mode autonome, donc globalement, vous lancez votre application, vous avez injecté l'agent Java, et vous pouvez avoir globalement le comportement sur votre poste, sur un port HTTP qui est par défaut le 4000. Donc ça, c'est hyper pratique pour un développeur qui veut tourner son application à plein boulon. Il prend son navigateur et il met sur le port 4000, et il a une espèce de micro-monitoring local.
Il y a un deuxième mode, c'est un mode connecté qui lui permet de collecter tous ces métriques et les envoyer à un serveur. Donc c'est globalement la même interface graphique, les mêmes habitudes, ce qui fait que vous pouvez changer de casquette. Hein. Vous avez l'habitude d'avoir votre APM local en tant que développeur. Vous allez travailler avec vos équipes de QA qui en ont peut-être un sur la pré-prod et vos équipes de prod qui en ont un pour la prod. On change rien, on ne change pas les habitudes. Et on peut même s'échanger des informations, on verra tout à l'heure de quoi on parle. L'overhead est inférieur à 100 microsecondes. En fait, dans les faits, la personne qui écrit ça, elle a mesuré, et l'overhead, c'est moins de 50 microsecondes. Donc, à part si vous travaillez dans le traitement en temps réel à haute vitesse, je pense que vous ne verrez juste rien. Et le surcoût mémoire est minime. C'est 50 kilooctets à peu près par requête, quand il rentre en action. Donc, revenons-en au mode autonome qui peut servir, qui est clairement le client idéal pour les équipes de développement. Donc Glowroot en mode autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il expose un serveur web sur le port 4000, très simple, avec une interface qui est plutôt propre. Et donc vous pouvez développer en mode à pleine vitesse, quoi. Vous allez voir le comportement, vos requêtes, tout ce qui se passe sur votre application, vous allez pouvoir le voir. Donc c'est effectivement utile en dev, ça peut être utile en QA, parce qu'il y a, je sais, par exemple, typiquement, moi j'ai travaillé avec des équipes de QA, ils aimaient bien prendre le zip ou le livrable, quel qu'il soit, et regarder comme il passe sur leur machine avant de le mettre sur leur système. Donc ils peuvent le faire de cette manière-là. Ils peuvent aussi se dire, nous, on ne veut pas avoir un monitoring central. Par contre, quand on déploie sur une instance, par exemple, d'acceptance notre appli, on va monitorer le comportement, par exemple, quand ils font un tir de charge ou autre, sur le port 4000. Ils n'ont rien monté. C'est out of the box. Et quand vous êtes en production, vous le montez dans une VM, un container, bare metal, enfin ce que vous aimez. Comment on monte un agent autonome? C'est triste de simplicité, globalement. Alors je prends un exemple Tomcat. Je fais beaucoup de Tomcat par des raisons historiques, mais c'est vraiment que c'est un outil qui s'y prête bien. Tout simplement, vous rajoutez l'extension, la ligne -java avant, Java Agent, le passe vers le jar de Glowroot, et c'est fini. Donc ça, c'est typiquement l'exemple pour ceux qui font du Tomcat. Qui fait du Tomcat ici? Je ne vais pas me trop me tromper, on est bien à 50%. Ça veut dire que les autres font du JTight, ça c'est moins bien. Je rigole. Ça veut dire que là, vous mettez ça, vous prenez cette ligne, vous la mettez sur vos serveurs en prod, en dev, en tout ce que vous voulez, vous avez déjà un agent local. Et le petit tip, c'est que vous mettez ça dans un fichier sur un Tomcat qui s'appelle setanf.sh, qui n'est pas créé par défaut, ou setanf.bat. Et à ce moment-là, vous changez juste la définition de la variable catalina.ops, et ça fonctionne. On a un deuxième mode qui s'appelle le mode central. Donc il y a un petit prérequis qui s'appelle Cassandra. Alors, les prérequis, quand on parle de big data, on a toujours un peu peur. Écoutez, vous allez voir, c'est bête à manger du foin. Vous prenez un Cassandra, le 3.11.2, je crois, sur le tarball chez Apache, vous le prenez, vous le dézippez, vous le lancez, ça marche tout droit. Si vous avez un petit cluster, si vous commencez à monitorer énormément d'applications, vous avez une grosse ferme, là, il serait intéressant de se rapprocher de gens qui savent gérer des clusters de Cassandra. Pourquoi ils ont pris du Cassandra? Les experts m'ont dit que Cassandra, c'est un super candidat. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité d'absorption qui est énorme. Il est bien meilleur à absorber de la donnée que forcément à la restituer. Donc ça, le mode central, c'est globalement poursuivre l'activité d'une ferme d'applications, une ferme étant de 1 à quelques centaines, quelques milliers. Et forcément, quand on travaille sur des fermes d'applications, on aime bien faire du groupage. Donc il y a deux petites variables, j'en parle là parce qu'après vous les verrez qui permettent globalement de grouper les applications par une clé. En fait, on peut dire, je ne sais pas, ma version à déployer demain, et puis dessous, on spécifie l'instance. Si vous avez une application, quand je dis application, ce n'est pas une VM, ça peut être un ensemble de VM. Votre application, imaginons que vous ayez une application front, quelque chose qui fasse du back-office par derrière, il y a un troisième truc qui fasse de l'analytique, vous les groupez. C'est un ensemble d'applications, en fait. Quand on parle d'application, ce n'est pas une JVM. On verra tout à l'heure. Et c'était pour ça, notamment, qu'il correspondait plutôt à l'usage qu'on en a chez SonarSource, puisque notre application, elle démarre une JVM. Là, c'est toujours pareil, c'est vraiment très simple. Donc, on retrouve la ligne Java Agent. On définit le nom de l'agent. Donc là, typiquement, on va dire cet agent, c'est un Tomcat. Et dessous, on met ce qu'on appelle le up ID. Donc, c'est globalement la clé de classement. Et vous aurez une structure arborescente. Et ce que vous rajoutez, vous lui dites, le système qui va collecter les informations, donc le Glowroot central,
il se trouve voilà, j'ai fait c.centre.l, mais enfin 2.80.81, et c'est fini. Bon, on va séparer, on va rentrer dans les détails. Ok, donc je me suis mis, alors, ça fait à peu près 10 ans que j'ai cette web app qui traîne, avec un taux de couverture qui est juste faramineux. Et cette web app, c'est vraiment une bête application Java une bête web app. Il faudrait que je retrouve le Tomcat qui l'a fait tourner d'ailleurs. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Si, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Et basiquement, cette web app, tout ce qu'elle fait, elle vous permet de régler des tempos du volume. Moi, je m'en servais juste à une certaine époque pour valider mes chaînes de QA. Autrement dit, je voulais vérifier que si je dis tu attends, je ne sais pas, 1 milliseconde, le système, il avait bien la réponse au bout d'1 milliseconde. Ça me permettait de faire quelque part l'étalonnage de ma chaîne de QA. Ce n'est pas ce qui nous intéresse là. Ce qui nous intéresse là, c'est que du coup, c'est une bête. Donc j'ai lancé ça, on va faire comme ça, ok. Rien de magique. Bin run catalyse. Enfin, je démarre Tomcat en mode run. Voilà, vous allez voir à un moment donné qu'il s'affiche une information subliminale sur le démarrage de Glowroot. Ça a fini. Une fois que ça a démarré, je vais retrouver, donc voilà ma superbe application. Alors, de mémoire, ça doit être le premier bootstrap qu'ils ont fait, de 2011. Ça devait être je devais être en préparation d'un DevOps avec certains mercenaires, mais ceci est une autre histoire. Et du coup, cette web app, elle est vraiment très très basique, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je peux typiquement, je peux me dire, tiens, écoute, tu la lances en ayant un temps de réponse. Donc vous avez vu, c'est extrêmement sophistiqué avec des paramètres très très puissants. Donc là, globalement, je vais lui dire d'attendre 1 seconde. Elle tourne. Ok, super, je suis content. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais a priori, on me dit qu'elle attend 1 seconde. Et comme je suis curieux, moi, je vais aller regarder. Et là, sur la même machine, sur le port 4000, j'ai mon agent de JVM qui tourne là, qui lui me prend les informations et qui commence à les collecter gentiment. Donc, on va dire que ce qui s'est passé il y a 4 heures, ça ne nous intéresse pas. On va plutôt arrêter là-dessus. Et là, on commence à voir les détails. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On dit, oh là là, il est en train de me dire qu'il y a des traces qui sont lentes, à 1 seconde. C'est mal, hein. On est d'accord, hein. Un web service qui répond en plus d'une seconde, c'est le mal, hein. Message personnel. Et donc, en fait, il vous montre les traces d'exécution. Donc là, en l'occurrence, elles sont comme je les ai fait les 4 hits au même moment, on les trouve là, mais vous les voyez là. Pourquoi il a mis cela en évidence? Donc là, globalement, on a le trafic, mais pourquoi il a mis cela en évidence? Tout simplement parce que je suis allé lui dire, je lui ai dit, écoute, tu t'intéresses. On parlait tout à l'heure de transactions et globalement de SLA. Un APM, il y a 2 familles d'APM. Il y a ceux qui travaillent sur des seuils, autrement dit, ils se disent, au-dessus d'un certain seuil, tu captures et tu me fais un paquet cadeau. Et il y a ceux qui travaillent sur presque de l'intelligence et du prédictif. Je pense que vous pouvez raisonnablement vous attendre à voir ça de chez Elastic dans l'année à venir, puisqu'ils ont maintenant l'agent JVM et qu'ils avaient le système de détection d'anomalies la fois d'avant. Ce n'est pas notre sujet. Là, le truc, c'est de dire on veut regarder ce qui se passe, notamment en dev. Les comportements prévisionnels en dev, entre une release et une autre, ça change beaucoup, donc ça ne s'applique pas. Et là, globalement, je lui ai dit, voilà, toi, tu considères que toute requête au-dessus de 10 secondes, elle mérite ton attention. Et lui, ce qu'il fait, quand il voit du trafic, quand il voit du trafic, donc globalement, comment il voit du trafic? Il connaît des routes, des parcours. Donc quand on est dans le monde servlet, qu'on a un Tomcat, un JTAI, un Glassfish, un Weblo, ce que vous voulez, il connaît. Mais il connaît aussi d'autres parcours, je vous montrerai un peu ce qu'il sait faire par derrière. Et donc, une fois qu'il a ça, il rentre dedans et il vous les met à cet endroit-là. Donc il dit, là, il y a une requête. Vous cliquez dessus et vous voyez le temps d'exécution. Donc vous avez les paramètres. Et en plus, assez sympa pour vous donner les paramètres en clair de votre requête. Très sympa quand vous travaillez avec les équipes de dev qui vous disent qu'est-ce qu'il y avait. Voilà, ils sont là. Et là, il vous montre globalement l'activité. Donc vous voyez que il dit ouais, ça a mis qu'on appelle ça 1 seconde, donc qui doit correspondre sensiblement à 1 million de microsecondes. Et il vous dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous cliquez sur Profile, il dit le mec il est allé dans le trip sleep. Je pense que personne chez vous n'a jamais écrit une servlette où dans le fonctionnement il y avait du sleep, j'espère. C'est pour ça que je l'ai mis en exemple, parce que je sais que personne ne le fait, quoi. Mais là, en l'occurrence, c'était un bon moyen, effectivement, de vérifier qu'il interceptait bien.
Tout ce que vous voyez là, lui, globalement, c'est ce qu'il connaît. Donc, il a analysé tout votre parcours. Donc, il a retrouvé l'URL de Tomcat, la CSS et compagnie. Et quand vous êtes en train de regarder, là, il vous donne globalement toutes les transactions. Si vous donnez là-dessus, il vous les donne ainsi, il vous les trie là-dessus. Ce qui est hyper pratique, en fait, parce que quand vous voulez étudier un point de passage particulier, par exemple un web service particulier, vous regardez là, il a déjà fait le boulot pour vous, quoi. Et du coup, ça se reflète effectivement dans la UI. Là, typiquement, le CSS, il a mis moins de 10 millisecondes à arriver. Le PNG, oui, il a mis 12 millisecondes. Je pense qu'il y avait un peu de transport, mais à peine. OK, on a vu ça, c'est le mode standalone. Donc, ce qu'on voit là, bon là, ça n'est pas très intéressant. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'il fait un slip, c'est pas hyper intéressant. On va regarder une autre application, donc cette fois-ci qui n'est pas en standalone. Donc j'ai 3 applications à vous proposer, donc de manière comme c'est étonnant, un SonarCube. Donc SonarCube qui est intéressant sur le fait qu'on démarre plusieurs JVM, donc c'est intéressant de regarder de cette manière-là. Une deuxième qui est Artifactory, qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de comportements de fonctionnement en interne. Et le troisième, XWiki, puisque Vincent Massol était à côté de moi hier quand je préparais mes prêts, et qui m'a dit « Ah, mais tu sais, moi, XWiki, ça utilise JTAG. » Je dis « Comme ça, on va démontrer que ça ne fonctionne pas que pour un Tomcat. » Bon, je me suis fait mon petit data center là, rapide de monitoring. Donc globalement, là, je me suis mis quelque chose qui monitore les 3 applications qui tournent actuellement. L'Artifactory, le SonarCube avec ses 2 JVM et le XWiki. Admettons que je veuille savoir un peu le comportement de... Il y a des gens de JBoss dans la salle? Non, c'est bon. Non, c'est pas une critique, au contraire. Là, tout à l'heure, j'ai fait un peu tourner l'Artifactory. C'était globalement au démarrage, 6h05. Et voilà ce qui nous sort, en fait. Il commence à nous sortir des informations qui sont plutôt intéressantes, qui vous donnent le temps d'exécution. Mais on voit que globalement, c'est plutôt rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accès à la base. Par contre, si on remonte un petit peu dans le temps, on va voir qu'il y a des trucs qui étaient normalement un petit peu plus consommateurs. Enfin, si je les retrouve. Je les retrouve plus. Je ne sais pas où ils sont passés. Et où là, finalement, ce que vous voyez les requêtes SQL, parce qu'on est bien d'accord, ce qui est lent dans une application, c'est jamais le code Java. Ça peut arriver, mais c'est vraiment rare. Ce qui est lent, c'est dès que vous sortez de la JVM, que vous allez taper sur une base SQL, sur un Elastic, sur un Cassandra, sur un Redis, c'est là que c'est lent. Et justement, c'est là qu'on va aller regarder chez des copains qui peuvent potentiellement en avoir. Donc je ne le retrouve pas sur Artifactory, c'est étonnant. Mais bon, admettons, on va peut-être le trouver sur du SonarCube. Je ne le trouverai pas non plus. Serions-nous trop performants? Écoutez, on va descendre. Ah, mais oui, j'avais dit à 2 secondes. On écrit bien. On n'a pas plus de 2 secondes pour traiter des requêtes. Donc, je vais stresser mes copains de l'équipe plateforme parce qu'il s'avère que les personnes qui travaillent sur le web, ils sont dans cette salle. Ils ne sont pas très loin. Donc, ça, c'est mes attendus pour l'année prochaine. On est d'accord? Temps de réponse moyen à 10 millisecondes. Comment? Ça me paraît normal, non? Sur le web, OK, on va le mettre là. On va lui mettre en détail à 10 millisecondes. Puis là, on va un peu la chahuter, l'application, gentiment. Enfin, gentiment. Voilà, on va se promener, on va vérifier un peu des issues, des mesures, un peu de code, enfin la routine, quoi. OK, je vais revenir. Qu'est-ce qui m'a retrouvé, mon ami? Ah, il m'a trouvé quelque chose qui était lisible. 140 millisecondes, mais qu'est-ce que ça peut-il être? On voit qu'il y a une requête. Oh, mais non, il ne se passe rien, ça ne me paraît pas hyper intéressant. Pardon, excusez-moi, je pense que je ne suis pas sur le bon Glowroot. C'est le problème, les Glowroot, ils se ressemblent tous. Donc j'étais sur le Glowroot tout à l'heure qui était en standalone. Voilà, là je vais voir des trucs beaucoup plus intéressants. Comment Julien Théric des requêtes à plus de 10 millisecondes? Que se passe-t-il? Vite, investiguons. Investiguons. Il y a peut-être un bug dans l'APM. Donc très souvent, quand on est côté développeur, on a plutôt tendance à dire que c'est l'outil de mesure qui est daubé. Vous savez, les outils de mesure, ils ne font pas de politique, ils sont quand même assez agnostiques. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des accès. Et voilà. Ce qui ruine l'expérience utilisateur, c'est jamais le Java. Ou alors, je vous invite à utiliser un bon analyseur de code. C'est plutôt les accès à la base. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, alors je ne sais pas quel... je vais pas donner le web service, comme ça, personne ne se sentira visé dans la salle. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'accès SQL. Ça, déjà, c'est hyper riche d'enseignement. Quand vous êtes Ops, ou même quand vous êtes Dev, normalement, il y a ce qu'il y a dans la doc, il y a ce qu'il y a dans le code, il y a ce qui tourne.
Là, quelque part, quand quelqu'un il vous montre une requête, il vous dit non, mais ça fait 2 appels SQL, tu regardes, tu dis, bah non, ça en fait beaucoup plus. Mais moi, mes accès SQL, ils sont rapides. Ben non, celui-là, il fait quand même 83 millisecondes, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? On vous dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Hop, vous ouvrez et vous voyez la requête SQL avec les paramètres et tout le bastringue. Et ça, c'est hyper riche. Ça veut dire que quand vous ne connaissez pas, si vous êtes un ops, vous allez découvrir l'application, vous allez énormément découvrir là-dessus. Mais même quand vous êtes dev, vous apprenez énormément de choses sur votre application. Et avec ça, il n'y a personne qui manque, quoi. On est d'accord, hein. On a toutes les informations à ce niveau-là. Je vais regarder les requêtes et je me demande si dedans j'avais l'élastique. Non, on n'en a peut-être pas nécessairement, on n'en a pas forcément. Si, on a même des requêtes Elasticsearch. Vous trouvez vos requêtes Elasticsearch là-dessus. Ça fait du Cassandra, ça fait du Redis. Et si ça ne le fait pas, vous demandez au gars qui fait ça, il vous le rajoute hyper rapidement. Ça veut dire qu'avec ce système-là, vous avez vraiment la possibilité de savoir exactement ce qu'elle fait votre JVM en temps réel, notamment, on va dire, sur les points d'activité qui sont lents. On va oublier le Java, mais quand vous sortez de la JVM, ça prend du temps. Ça, c'est les fonctionnalités out of the box. 18h. Ouais, il me reste 8 minutes, donc ça va encore. Je suis bavard, mais pas tant que ça. Ça, c'est l'outil de base. Donc, je vous ai juste montré ce truc-là. Ça a des fonctionnalités qui sont un peu sympas. Qui utilise JMX en production ou à sa connaissance utilise JMX? Ah, en 2012, quand on a fait ça avec Cyril Leclerc, il y avait beaucoup moins de monde. Hein, comme quoi, ça sert de venir à Devox. Donc, en fait, globalement, ce système-là, comme il est attaché à votre JVM, toutes les informations internes, il les a. Donc, si vous avez toujours rêvé de voir une application en run ou en pré-prod avec ces informations, vous les avez. Donc, vous avez l'état de votre heap, par exemple. Vous avez le tree dump. Qu'est-ce qui se passe à l'instant T? Donc, vous voyez vraiment ce qui se passe à l'instant T. Ce que vous auriez avec un JConsole ou un Visual VM ou autre. Vous pouvez faire un heap dump. Bien entendu, on ne va pas le faire. Vous pouvez avoir le détail sur votre heap. Si vous avez des MBIN, parce que si vous êtes des bons développeurs, vous avez mis de l'information technico-fonctionnelle dans des MBIN, vous les trouvez là, donc vous pouvez les voir. Typiquement, je pense que je dois avoir un queuer de database, voilà, donc je vois les nombres de poules et compagnie, donc je peux le suivre. Vous n'avez pas besoin de monter quoi que ce soit, c'est déjà dedans. Quand vous prenez votre APM, vous récupérez ça gratos. Est-ce que j'ai dit que ça coûtait un fifre là? Non, j'ai pas dû le dire. Les informations au système et globalement l'environnement. Donc, vous avez vraiment une vue aussi sur ce qui se passe sur votre JVM. Alors, comme le gars, il ne reculait pas dans la dépense pour le produit gratuit, c'est même rajouté ce qu'il appelait un petit synthétique monitoring. Alors, quand vous regardez ce que c'est le synthétique monitoring, globalement, ça vous permet de faire un ping. Le monitoring va pinguer l'application lui-même et garder les mesures. Alors, soit il fait un ping HTTP, soit vous pouvez utiliser du Selenium. Moi, perso, un outil de monitoring qui commence à embarquer un Selenium, je ne sais pas, j'ai un peu les dents qui grincent. Pour un ping, je veux bien y aller, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'outil de monitoring n'était pas censé perturber l'application qui monitorait. S'il commence à embarquer un truc comme Selenium, ça peut avoir des impacts. Donc le ping, oui, ça fait très bien l'affaire, et globalement, ça vous permet, par exemple, de pinguer certains points de vos web services et de voir globalement les évolutions dans le temps. Alors ça, les incidents, c'est quelque chose qu'il a rajouté dernièrement et dont je ne me sers pas. Je mettrai plus de détails sur les informations de Keynote ou sur le lien Git, sur le repo GitHub où il y a ça. Vous avez des trucs vraiment sympas pour récupérer des informations de ce type-là. Globalement, ça vous fait des rapports, des statistiques. Donc, si vous avez besoin de faire un journal un petit peu sophistiqué, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Ce n'est pas là où il y a globalement le plus de valeur. Il y avait quelque chose qui était bien sympa aussi dans la partie configuration ou administration. Voilà. Là, ça devient intéressant. Vous pouvez rajouter un serveur SMTP et recevoir des alertes quand vous avez des trucs qui dépassent les seuils. On n'est pas dans un monitoring de production, on est vraiment plus très loin. Que reste-t-il au grand? C'est la question. Alors, il s'intègre à d'autres outils, du LDAP si vous voulez commencer à mettre des droits, hein, bien évidemment. PagerDuty et autres, si vous voulez le linker avec votre outil de remontée d'incidents. Vous pouvez faire des utilisateurs, il y a des rôles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais bon, on est bien d'accord, ce qui est intéressant, la valeur, elle est là. La capacité que vous avez à travailler vraiment très très finement hein, sur des requêtes et voir vraiment ce qui s'est passé dans le détail. Et une façon, de quelque part, de vous réapproprier l'application. Parce que, à très peu d'exceptions, c'est très étonnant qu'une personne connaisse l'exhaustivité de l'application. Vous connaissez tous les points de passage de web service, les SQL qu'ils appellent. Si vous faites ça, vous êtes vraiment...
grosse tête et vraiment brillantissime. Très souvent, on est à travailler à plusieurs, on peut récupérer. Même si vous êtes dev, ça vous permet de voir le comportement de parties de l'application sur lequel vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Et sans point d'arrêt, vous pouvez les voir à ce niveau-là. Donc là, vous les voyez, et il fait toujours son... Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'il a rajoutée dans la 0.10.7. Il vous fait une espèce de petit top 50, enfin top 50, le temps moyen d'exécution, le nombre d'occurrences que vous avez sur chaque requête. C'est gratuit, ça n'y était pas dans la version d'avant. Et il en ressort une version tout à l'heure. Il n'a pas encore annoncé, il me l'a dit juste avant le talk. Un point hyper important qui peut emporter l'affaire de manière définitive. Enfin, définitive. Tout à l'heure, je vous ai parlé de point de passage. Il faut connaître une route pour l'instrumenter. Il connaît plein de routes. Si vous allez, je vais repartir par exemple typiquement sur Artifactory. J'ai pris un exemple pour ça. C'est que lui, par exemple, il connaît plein de routes. Oh, qu'est-ce que c'est une background? Vous reconnaissez, vous retrouvez des quartz job. Lui, il sait détecter le pattern d'un quartz job. Il dit, oh, il y a un quartz. Donc c'est quelque chose qui va rentrer dans une route d'exécution, il faut que je le détecte. Il le fait comme ça. Un truc qui est sympa qu'on n'a pas forcément toujours, c'est les temps de démarrage des applications. Lui aussi, il est capable d'instrumenter le startup time de votre serveur d'application. Alors vous pouvez voir des logs, vous avez plein d'informations. Là, par exemple, toujours personne de JFrog dans la salle. Là, par exemple, on voit l'activité SQL qu'il y a au démarrage, ce qui n'est pas délirant pour un serveur d'application, enfin pour une application, mais on retrouve ces informations à ce niveau-là. Mais on peut faire encore beaucoup mieux. Autrement dit, je prends l'exemple d'une application qui s'appelle SonarCube, bien entendu. On peut rajouter, alors, comme il y a une majorité de développeurs, il y a moyen de rajouter du code, faire vos propres plugins, en gardant en tête qu'il faut éviter que ça soit très très lent, en fait, parce qu'il faut vraiment être plutôt rapide. Ça, c'est tous les plugins qu'il a de base, du Cassandra, de l'Elastic, du Java, HTTP, enfin, j'en passe à des mois. Et d'autres, ils ont tout cela. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc, normalement, ceux-là, il les connaît. Si vous êtes dans un de ces paradigmes, il va les connaître. Vous pouvez rajouter de l'instrumentation. C'est quoi l'instrumentation? L'instrumentation, c'est de lui dire, voilà, quand tu vois... Donc, on rappelle que l'APM, il est dans la JVM. Donc vous pouvez taper votre truc comme ça, là, et vous dites, bon, écoute, quand tu vois passer cette classe, vous commencez à la saisir, il va la trouver. Quand tu vois ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu instrumentes. Ça veut dire que même si vous avez du code, vous êtes hors framework, vous avez fait votre framework interne qui gère des activités, des background tasks ou whatever, vous pouvez le rajouter à ce niveau-là. Et ça va rentrer dans sa piste, dans sa détection de performance. C'est une nouvelle route qu'il va connaître. Donc, de base, il en connaît énormément. Qui soit à la fois des routes standards, on va dire des routes cachées comme des schedulers quartz, et vous pouvez en rajouter là. Cerise sur le gâteau, je ne vous fais pas la démo là, parce que bien entendu, je l'ai testé tout à l'heure et ça plantait. Donc je lui ai envoyé un mail, il était tout chonchon de savoir que ça plantait avant le debug. J'ai dit, c'est pas un problème, je ne la ferai pas. Vous pouvez le faire quand vous faites ça. Voilà, on fait le save, mais normalement, quand vous le faites là, vous pouvez en rajouter un, et quand vous faites apply, il vous dit, vous êtes sûr de vouloir le faire à chaud sur la JVM? Et jusqu'à la version 10.06, ça marchait. 10.07, il y a un petit glitch. Ça l'applique à chaud. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer votre... Donc, s'il y a quelqu'un qui vient en disant « Oh là, on a oublié de te dire, il y avait ce truc à suivre », vous pouvez le faire à chaud. Et je ne vais pas le faire là, parce que si je le fais et que vous voyez une stack trace, ce n'est pas vendeur. OK. On revient là. Donc, on quitte la console, parce que je pense qu'il me reste 1 minute. Putain, je suis bien. Jean-Denis serait fier de moi, je suis dans les temps. Juste une petite info. Vous avez peut-être des applications qui ont des agents. Les agents, c'est très simple, vous pouvez les cascader. Donc ça, c'est juste un exemple. Vous retrouvez l'agent Gloroot et le deuxième agent là derrière. On va faire un petit résumé. Gloroot, https gloroot.org. Ce projet il est géré par une personne. Pour ceux qui ont connu, qui ont mon âge, ça rappelle les bons vieux temps d'open source quand c'était fait par des passionnés. Et ça, c'est un mec, c'est un passionné. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, mais il est brillantissime. Il est abordable. Il gère tout. Il gère le dev, il gère la mailing list des utilisateurs. Vous avez un pain, il vous contacte. C'est un vrai bonheur. Vraiment un projet à le regarder. Donc là, Gloroot, et puis vous allez le lien pour aller sur GitHub. C'est un agent de JVM, mode connecté ou autonome. C'est simplissime à déployer. Enfin, franchement, pas rocket science. Les systèmes de déclenchement, c'est sur des seuils. Et les impacts sur le run sont vraiment minimalistes. Entre 5 et 50 microsecondes, suivant ce que vous regardez, et 50 kilooctets par requête.
Il a un support natif de la plupart des pistes d'exécution standard. Vous pouvez en rajouter à la volée. Il connaît tous les protocoles, on va dire lents, hein, même s'ils sont rapides. Quand on sort d'une machine, on passe par le réseau, c'est toujours infiniment plus lent que travailler dans un processeur. Il supporte plein de frameworks. Donc hier, il y avait mon ami Julien Viette qui m'a dit « faut que tu fasses une démo avec Vertix ». Donc voilà. Et plein de serveurs d'application. Donc avec ça, vous allez pouvoir caresser, relaxer vos JVM. Et voilà.